Covid. Parce que d'abord, c'est légitime de se poser plein de questions. Vous avez vu ce qui se passe, on est en pleine période d'incertitude. Il y a des décisions gouvernementales qui sont prises, qui sont reprises, qui sont réexploitées, redéfinies, parfois contradictoires avec ce qui avait été dit avant. Donc, au sein d'une structure comme la nôtre, c'est important d'abord, on fait partie du personnel de soins, de santé, donc on doit être vacciné, et donc il faut expliquer, dédramatiser, dépassionner le débat, et expliquer clairement ce que c'est que la vaccination anti-Covid à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'ai appelé ça défiance, méfiance, réalité. Alors, c'est vrai que, comme je le disais en préambule, il est tout à fait légitime de se poser des questions sur la vaccination. Il y a énormément d'informations qui circulent, des vraies, des fausses, de manière indifférente. Toutes ces informations sont dites par des spécialistes, des vrais spécialistes, des spécialistes autoproclamés, des spécialistes qui sont bientôt plus spécialistes. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, mais c'est parfois surprenant de voir ce qui peut circuler comme information. On en parlera tout à l'heure. Alors, le SARS-CoV-2, donc le virus de la Covid-19, qu'est-ce que c'est? C'est un virus à ARN. Alors, on ne va pas détailler on ne va pas faire de la grande virologie, simplement pour dire que c'est un petit virus dans lequel il y a un virus en forme de couronne, c'est pour ça qu'il s'appelle coronavirus. À l'intérieur, il y a un génome qui est sur ce SARS-CoV-2, c'est ce qu'on voit, ces petites épines, enfin, ce n'est pas des épines, mais ces petites pointes en jaune, ce qu'on appelle les protéines spike. La protéine spike, c'est une protéine d'importance pour ce virus parce que c'est elle qui va servir à ce virus de pénétrer dans les cellules. Alors, quels sont les différents types de vaccins? Parce que c'était le but de l'exposé. Quels sont les différents types de vaccins utilisés pour le SARS-CoV, contre la Covid-19? On en a tous entendu parler. En fait, c'est d'abord les nouvelles technologies, ce dont on parle le plus. C'est l'acide nucléique pur, c'est l'ARN, c'est les vaccins ARN. On va revenir dessus, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, à partir d'une séquence génétique de la protéine spike que je vous ai montré, cette petite protéine jaune. Alors vous les connaissez, c'est les vaccins ARN qui ont été développés par la firme Moderna et par Pfizer, notamment le vaccin Comirnaty. Et puis il y a un autre type de vaccin, qu'on appelle, c'est le vaccin à vecteur viral. On va exactement voir ce que c'est aussi. C'est un virus, généralement un cytomégalovirus, dans lequel on a introduit le gène de la protéine spike. Alors du coup, c'est avec de l'ADN, là, pour le coup, qui va se mettre dans l'ADN de la cellule. Ces vaccins ont été développés par la firme AstraZeneca, Johnson & Johnson. Le vaccin Sputnik aussi fait partie de cette catégorie de vaccins, et le vaccin Cassino-Bio, le vaccin fait en Chine. Alors, le principe du vaccin ARN. Alors, voilà. On prend d'abord, c'est quoi? En fait, on prend des petites capsules d'ARN ici, qui sont en fait des plans de montage. C'est un plan de montage, une séquence de nucléotides. C'est le plan de fabrication de la protéine spike. Ces plans de fabrication de protéines spike, voilà, on va les injecter dans le muscle deltoïde, souvent, dans un muscle. Donc, cette protéine spike, elle est entourée, là, vous voyez, d'une petite couronne de nanoparticules, une petite boule de graisse, des nanoparticules de lipides, qui sont très très importants, qui vont permettre à la fois la conservation de l'ARN, qui était extrêmement fragile auparavant, qui va permettre la pénétration du virus, enfin pas du virus, de l'ARN messager dans la cellule. Et du coup, cet ARN messager qui rentre dans la cellule, il va passer dans une petite machine qui s'appelle le ribosome. Alors, on n'est pas du tout dans le noyau. C'est absolument pas dans le noyau. Le noyau, il est au fond, là-bas. D'abord, ça ne peut pas passer dans le noyau. L'ARN messager ne peut pas pénétrer dans le noyau cellulaire. C'est impossible. Il est très fragile. D'abord, il va être dégradé rapidement. Donc, il est rapidement pris en charge dans ces ribosomes, qui sont de petites machines, qui vont faire de la traduction. Elles vont traduire ce plan de formation en protéine spike. Cette protéine spike va être excrétée à la surface de la cellule qui a été injectée. Et du coup, une fois que la protéine spike est exprimée à la surface de la cellule, ça va faire, c'est du non-soi, l'organisme ne connaît pas ça. Donc les cellules de l'immunité vont venir, les lymphocytes T, les lymphocytes T et B, qui sont les lymphocytes mémoire, et ces lymphocytes vont les reconnaître avec des anticorps, puis se mettre à fabriquer des anticorps spécifiques de cette protéine spike. Voilà ce que c'est qu'un vaccin à ARN messager. Et donc cet ARN messager, après, il est rapidement détruit. Parce que on va passer à la diapositive suivante. Alors, il y a 4 particularités, ce vaccin. La capsule, dont je vous en ai parlé, elle est constituée de petites... c'est des nanoparticules de lipides qui sont biodégradables. Et ces nanoparticules, elles ont été utilisées. C'est pas nouveau, c'est pas récent.
ça a déjà été utilisé pour les médicaments pour la chimiothérapie. C'est pas une technologie révolutionnaire. Mais ça, on se demandait comment on allait faire pour utiliser cet ARN messager sans qu'il soit détruit. Rappelez-vous, au tout début, l'ARN messager, il fallait le transporter à moins 80 degrés. Pourquoi? Parce qu'il était tellement fragile qu'à moins 4 degrés, il se dégradait. Et là, l'avantage de l'avoir enfermé dans cette petite capsule de lipides, ça permet de le stabiliser. L'ARN messager qui est contenu dans le bassin est synthétique. C'est les séquences nucléotides, c'est les nucléotides qui sont assemblés dans un laboratoire qu'il a conçu. Et on a fait cette séquence de nucléotides pour qu'elle corresponde au codon pour la protéine SPAC. Donc, ce qui veut dire que c'est très intéressant parce que cette séquence de nucléotides qui vont coder pour cette SPAC, ben, en cas de mutation ou en cas de modification, on pourra éventuellement changer ces codes pour synthétiser autre chose. On le verra par la suite que ça a ouvert d'autres développements. Donc l'ARN messager est contenu dans les protéines SPAC et synthétiques, c'est fabriqué dans le laboratoire, c'est uniquement la partie codon pour la protéine S, il n'y a pas autre chose dedans. Hein. Et, donc ça ne rentre absolument pas dans le noyau de la cellule. Tous ceux qui vous parlent de thérapie génique, c'est pas vrai, ça ne rentre pas, ça ne peut pas rentrer dans l'ADN, c'est impossible. L'ARN messager ne peut pas rentrer, c'est physiologiquement impossible, biologiquement impossible. Car les barrières du noyau sont infranchissables. La protéine SPAC, elle va donc présenter la surface du virus lui permettant d'entrer dans nos cellules. Et en revanche, en plus, l'avantage de ces vaccins ARN messagers, ils n'ont pas besoin d'aluminium, par exemple, qui sont des adjuvants. Parce que pourquoi on met de l'aluminium dans les vaccins? On met de l'aluminium dans les vaccins pour renforcer la réaction immunitaire. L'ARN messager est suffisamment importante, immunogène, pour susciter elle-même la réaction immunitaire. Il n'y a pas besoin de rajouter de l'aluminium. Il n'y a pas de l'aluminium, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien de tout ça. Alors, les questions. On a eu des questions, attention, mais la technologie des vaccins ARN messager est trop récente. La mise sur le marché est trop rapide. Mais non. D'abord, l'ARN messager, c'était découvert dans les années 60. Ça a valu le prix Nobel à des biologistes, à des médecins français, notamment Jacob et Wolf. Et puis on connaissait cet ARN messager parce qu'on l'a essayé contre le Zika, contre la grippe. On connaît le Zika, c'est une arbovirose, un peu comme la dengue, transmis par un moustique, comme chikungunya. La grippe, on l'a essayé contre la rage, on l'a essayé contre le cytomégalovirus, mais ça ne marchait pas. Et puis il n'y avait pas assez de financement. Ça ne marchait pas, pourquoi? Parce que les ARN messagers se dégradaient. Mais la pandémie de Covid, qui est mondialement, c'est une pandémie, donc ça touche le monde entier, donc les financements ont été beaucoup plus importants, les pays se sont mis ensemble pour réfléchir comment on pouvait lutter, et du coup, il y a eu des fonds extrêmement rapidement pour développer ce genre de vaccin. La fragilité de l'ARN messager, on en a parlé, c'est extrêmement fragile, donc nanoparticules de lipides, qui était un peu la technique pour permettre de les conserver à l'obtention, alors oui, mais l'AMM a été obtenue très rapidement. C'est une question qu'on entend aussi. Hein, souvent, oui, c'est pas normal qu'un vaccin, mais même très rapidement. Parce qu'en fait, les étapes n'ont pas été. On va voir après les différentes étapes de vaccin. C'est pas des étapes qui ont été franchies trop rapidement, pas du tout. C'est qu'en fait, on a supprimé des étapes de. Il n'y a pas d'étapes de contrôle qui ont été supprimées. On a facilité l'administratif surtout. Et ce que je vous disais en préambule, c'est que ça marche tellement bien, les ARN messagers. Ça marche tellement bien, enfin, ça marche pour la COVID-19. On est en train de, c'est Moderna qui est en train de mettre au point un vaccin contre le VIH, à base des ARN messagers. Et à partir du moment où on connaît la cible antigène qu'il faut privilégier, on peut faire à façon une séquence de nucléotides pour coder un gène, comme on veut. Alors voilà, ça c'est les différentes phases de préparation d'un vaccin. Ça, c'est ce qui se passait avant, vaccin classique. La phase préclinique, phase clinique, c'est la sécurité. Phase 2, sécurité et immunogénicité, on regarde si ça protège bien. Phase 3, c'est efficacité et sécurité. Après, l'autorisation de mise sur le marché et la production. Donc ça prenait 10-15 ans. Là, ça a pris 12-24 mois. Pour autant, il y a eu respect des règles d'évaluation des différentes phases. Les processus d'autorisation ont été accélérés. Et la production a été anticipée. On a gagné effectivement énormément de temps. Les essais cliniques ne sont pas encore terminés, ils sont encore en phase 3. On entend ça aussi, hein, donc toutes les manifestations. Je ne veux pas utiliser un vaccin qui n'est pas encore en phase 3. Alors il faut savoir que dans la phase 3, il y a 2 étapes. Il y a une étape essentielle qui concerne l'efficacité contre la maladie et sa tolérance et la sécurité, qui permet d'obtenir AMM, et ça c'était fait. Cette étape a été faite. Et une étape non essentielle qui concerne la durée de protection. La durée de protection, on ne peut pas savoir. Parce qu'on qu'au début, ça fait qu'1 an que c'est mis sur le marché.
On ne veut pas dire que le vaccin va être efficace pendant 2 ans ou 3 ans, étant donné qu'il fallait l'utiliser. Donc forcément, les gens vous disent que c'est pas fini la phase 3. Ben oui, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer l'immunité, ça c'est de l'empirisme. On va s'en rendre compte au fur et à mesure. La situation d'un chevauchement entre phase 3 et phase 4, ben ça va être fait pendant l'utilisation du vaccin. C'est vrai qu'on était assez vite, mais on n'a pas franchi les étapes, on ne s'est pas dit, on verra bien ce que ça fera. Pas du tout. Pas du tout. Après, la question que vous verrez souvent poser, enfin que vous posez aussi, c'est on manque des reculs pour savoir si des effets secondaires graves vont apparaître. En général, il faut savoir que dans tous les vaccins, c'est pareil, quand il y a des effets secondaires, ils apparaissent dans les 6 mois. Il n'y a pas d'effets secondaires trop tard. Vous savez, ce qu'on a dit là, pour la rubéole, l'autisme et la rubéole, l'hépatite B, la sclérose en plaques, c'est pas vrai, ça s'est montré que c'était faux. Donc, en revanche, il y a pas mal d'articles, même des scientifiques qui publient sur l'hésitation vaccinale et qui racontent encore ce genre de bêtises. Hein. Je rappelle que les deux qui ont raconté ça ont été quand même radiés, un en Angleterre et en France, lors des médecins. La sclérose en plaques et l'hépatite B, c'était purement franco-français, et la rubéole et l'autisme, c'était purement anglo-anglais. Hein. Donc, ça n'existe pas. Donc, les effets secondaires, quand ils arrivent dans les 6 mois. Donc, on a dépassé cette étape de 6 mois. Puis en plus, quand les effets secondaires arrivent dans un candidat vaccin, les essais préliminaires sont rapidement interrompus. Il y a eu des vaccins, des tentatives de vaccins, qui ont été en même temps que AstraZeneca, en même temps que Moderna, en même temps que Pfizer. Il y a eu des vaccins qui ont été développés, dont on a arrêté rapidement la fabrication parce qu'on s'est rendu compte que les effets secondaires, ça arrive assez rapidement. Pour l'instant, il y a des centaines de millions de patients, des centaines de millions de patients qui ont été vaccinés par la technique ARNM et par AstraZeneca depuis plus de 6 mois. Les évaluations sont toujours en cours sur les enfants. C'est la raison pour laquelle, c'est pas que ce soit interdit chez les enfants, mais on n'a pas assez, les études ne sont pas, il n'y a pas une cohorte suffisamment importante d'enfants pour dire voilà, c'est sécure. C'est pas parce que c'est interdit. À mon avis, on y viendra. Dans les groupes placebo, il y a eu des effets secondaires également. On a injecté des filles à des gens, ils ont eu mal, il y a un peu de fièvre, probablement lié à l'injection. Et enfin, l'ARN messager ou l'ARN thérapie génique, je ne vais pas me transformer. Il y a la même dose d'ARN dans 100 grammes de blé, dans 50 grammes de laitue ou dans les piqûres de moustiques. Ce n'est pas pour autant que vous êtes transformé en dépiplé, en moustique ou en feuille de salade. Donc il n'y a pas de l'ARN messager dans ce que vous mangez. Et ça ne passe pas dans le noyau. Ça, c'est le vaccin ARN. Le vaccin à vecteur viral. Donc l'autre vaccin, c'est AstraZeneca. Comment ça fonctionne? Là, on a reproduit ici le virus avec l'ARN et les protéines spike. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un morceau d'ARN, on le transforme en ADN, et on le met dans l'ADN d'un cytomégalovirus de chimpanzé. Pas pour autant que vous avez transformé un chimpanzé. Un cytomégalovirus, on le met dans l'ADN, et ce cytomégalovirus, on sait qu'il n'est pas pathogène pour l'homme. On l'a modifié pour qu'il ne soit absolument pas pathogène pour l'homme. Donc, vous avez un vaccin ADN, et du coup, on injecte. Tu peux cliquer parce qu'il y a voilà. On greffe dans le génome de l'adénovirus un morceau de gène qui code pour la protéine contre laquelle on veut une immunité. Donc là, on a mis une séquence d'ADN de la protéine spike. Donc on injecte ce vaccin, oui, de virus, de cytomégalovirus. Cet ADN, pour le coup, c'est l'ADN, va rentrer dans le moule de la cellule et va utiliser la machinerie cellulaire pour une réaction de transcription, convertir l'ADN du virus en transcription en ARN, et puis l'ARN va sortir, et comme tout à l'heure, va passer dans les ribosomes, et les ribosomes vont transformer ce morceau d'ARN messager en protéine spike. Après, ça revient au même. Vous voyez, c'est un peu différent. L'ARN messager, ça ne rentre pas dans le noyau. Le vaccin vecteur viral, c'est un vaccin classique, comme les autres vaccins, vous connaissez, il rentre pas. Donc la cellule exprime alors la protéine spike, suscitant la réaction immunitaire, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'ARN messager. Ça, je voulais vous montrer, on me l'a fait parvenir aujourd'hui, c'est une étude qui est parue très récemment, au mois de juillet. C'est les hospitalisations à Los Angeles, des gens qui ont été mono-vaccinés, doublement vaccinés et pas vaccinés. Donc c'est des coupes par d'elles-mêmes. Hein, je ne suis pas. Alors, avant toute chose, je ne veux pas que vous soyez que je sois pro-vaccin, je ne touche rien du tout de l'industrie pharmaceutique, j'ai calculé tous les parties que ce soit. Je fais ça parce que je pense que c'est utile de se protéger. C'est uniquement pour ça. Et donc vous voyez que chez les non-vaccinés, forcément, il y a des coupes qui augmentent, des coupes d'hospitalisation, de réanimation. Et simplement pour vous dire, j'ai dit tout à l'heure,
Catherine Carboni nous a envoyé un mail tout à l'heure pour nous signaler que le jeune de 22 ans, qui n'était pas vacciné, était évacué de réanimation à Strasbourg. C'est un peu dommage. On vaccine les enfants et adolescents alors qu'on n'a pas de recul. Alors d'abord, la vaccination, on ne vaccine pas les enfants pour l'instant. On est recommandé qu'à partir de 12 ans pour le moment. Les enfants ne sont pas concernés car pour eux, aucune donnée n'est disponible. Ce n'est pas qu'il y a des contre-indications, c'est que les données ne sont pas disponibles. On a remarqué effectivement qu'il y avait un certain risque de myocardite, une inflammation de la muscle du cœur, après les vaccins AstraZeneca. La myocardite, mais à chaque fois c'était spontanément réductif. Ça passe avec le repos et un peu d'anti-inflammatoire, paracétamol ou aspégique. Ceci surviendrait chez 3 jeunes sur 100 000, à peu près. Le risque de myocardite par AstraZeneca, pas par ARN messager. Les effets secondaires sont-ils importants? Alors, en fait, le syndrome de Guillain-Barré, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une neuropathie périphérique et les gens sont un peu presque paralysés. Oui. Et en fait, il y a eu 0 avec l'ARN messager, il y a eu 100 pour 12,5 millions avec Johnson. Vaccin mono 12. Les effets secondaires immédiats légers connus, ceux qui sont parmi vous qui sont déjà fait vacciner l'ont déjà vu, c'est des douleurs au point d'injection, la fatigue, la fièvre, comme une vaccination antigrippale, c'est exactement la même chose. Les réactions allergiques, elles surviennent souvent dans le premier quart d'heure. C'est la raison pour laquelle, quand on vous vaccine, on vous garde 15 minutes, c'est la loi. On ne peut pas vous faire partir avant. Thrombose et AstraZeneca, c'est vrai que c'était décrit. On en a décrit 1 pour 250 000. Mais Covid et thrombose, 6 pour 250 000. C'est multiplié par 6. Donc, c'est statistique. Et les médicaments? Les médicaments, alors? Comment on fait pour tester les médicaments? C'est très simple, on fait du criblage. On met des cellules humaines, on met du Covid-19 dans ces cellules, on regarde se répliquer, et on rajoute plein de molécules. Et on regarde laquelle va être efficace. Et on teste toutes les molécules qu'on connaît. Alors c'est comme partir à la pêche. C'est comme ça qu'ont fait les Américains pour découvrir les phages antibiotiques. Mais là, on l'a fait comme ça. Alors, hydroxychloroquine, on a essayé, ça n'a pas montré son efficacité, c'était abandonné. L'azithromycine, ça a fonctionné, c'est un antibiotique. L'ivermectine, on s'est rendu compte que l'ivermectine, vous savez, c'est le stromectol. C'est un antiprotozoaire, ça marche aussi pour la gale, c'est ce qu'on donne pour la gale et pour les filarioses en Afrique. L'ivermectine. Le problème, c'est que ça marche bien, effectivement, ça marche bien, ça empêche la réplication virale, seulement à des doses tellement importantes que ça marche bien dans la pupille, mais dans l'organisme, si vous prenez la dose d'ivermectine comme pour celle des chevaux ou des vaches, pour le coup, c'est dramatique. Vous avez des effets secondaires, et il y a eu de graves incidents, des hospitalisations dues à des surdosages toxiques d'ivermectine. Donc c'est conseillé. Les anticorps monoclonaux, oui, certainement. C'est le Régénéron, c'est avec ça qu'a été soigné Trump. Ces anticorps monoclonaux, on va fabriquer des anticorps monoclonaux dirigés directement vers la protéine spike. Au lieu de faire fabriquer les anticorps par le système immunitaire, on les fabrique et on les injecte. Mais bon, c'est hyper cher, c'est compliqué à fabriquer, ça ne marche pas tout le temps, et puis à grande échelle, ça paraît très compliqué. Autre argument, refuser le vaccin, c'est refuser d'enrichir Big Pharma. J'entends bien, mais en dehors de la politique discutable de l'industrie pharmaceutique, qui s'est dit, j'en vends tellement, sur les 3 doses, donc on peut augmenter le tarif, c'est vrai que c'est discutable. Un vaccin, c'est l'ordre de 20 €. Une journée en hospitalisation, c'est 1 300 €. Une journée de réanimation, c'est entre 10 000 et 15 000 €, sans parler de transferts en hélicoptère, en avion et tout ça. Donc c'est un argument qu'il faut entendre, mais après, il y a eu de la recherche de fait. Je vous dis que la politique financière des laboratoires est discutable, oui, certes, mais bon, c'est comme ça. Vous achetez une voiture, vous regardez, c'est cher, c'est cher. On peut être vacciné et tomber malade de la Covid. Oui, oui, mais bien sûr. On peut être vacciné et être malade. Et c'est parfaitement normal car les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. Surtout ce genre de vaccin, notamment un virus respiratoire. Regardez la grippe. La grippe, quand je fais le topo, la formation pour la grippe, je leur dis ça marche, va bien marcher chez vous, 70-80%. Chez les personnes âgées en EHPAD, c'est de l'ordre de 60%. Donc il y en a 40% qui font une grippe, malgré la vaccination. Actuellement, la vaccination ARN messager offre une efficacité d'environ 80%. Mais là, c'est vrai, 80% c'est pour des gens en bonne santé. Pour les personnes âgées, c'est pour ça qu'il y aura 2 doses et qu'on va faire une 3e dose à partir de 65 ans, avec des gens qui ont des comorbidités.
Parce que l'immunité, eh ben, le vaccin n'est pas merveilleux, c'est pas la solution miracle. Les gens ont attendu, sont déçus parce qu'ils pensaient qu'on se vaccine, on n'en a plus parlé, quoi. Comme la variole. Pas du tout, pas du tout. Leur bénéfice est particulièrement important pour les formes graves. En revanche, c'est ce que je vous ai montré, les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, le vaccin, si vous n'empêche pas d'être malade, si vous n'empêche pas d'être porteur, on le verra après, en revanche, il vous empêche d'aller en hôpital et d'aller en réanimation. Et c'est quand même ça le plus important. Parce qu'une fois que vous êtes en réanimation, vous pouvez faire toutes les complications de la réanimation, et ça, c'est très compliqué. Et puis, tous les patients qui sont sous immunosuppresseurs, les greffés, autant ils sont sous immunosuppresseurs, les immunodéprimés, les gens qui ont des comorbidités, les personnes âgées, ben, ça marche moins bien chez eux, forcément. Leur système immunitaire marche moins bien. S'il marche moins bien, il va produire moins d'anticorps. D'où la troisième dose. C'est déjà le cas avec. C'était les troisième doses, ça va être le cas pour les 65 ans, mais c'était déjà le cas pour les immunodéprimés et les gens sous immunosuppresseurs, pour les greffés. Alors, on peut vacciner et transmettre le Covid. Et oui, oui, oui. J'ai vu en dernier, là, mais vous vous souvenez de pas ça, mais la vaccination anti-méningocoxique, A, C, Y, la W135, celle qu'on fait aux pèlerins qui vont à la Mecque, elle n'empêche pas le portage. Parce qu'en fait, la vaccination, ça marche. Il n'y a pas d'immunité cellulaire au niveau pharyngé. Donc, le virus continue à se reproduire. Là, on peut être protégé soi-même et continue quand même à être porteur de la maladie et donc la transmettre. Sauf ce qu'on sait, on transmet 2 fois moins que quand on n'est pas vacciné du tout. Après, il y a différentes études, on pourrait dire tout, mais c'est pas vrai, là qu'on des bêtises, mais il faut comparer les études. Moi, je dis, quand j'ai construit cet exposé, j'ai pris des revues qui étaient référencées dans PubMed. J'ai pas pris ça dans la Ouest France, la montagne, la dépêche. La grande différence consiste au fait qu'elle va être beaucoup moins infectée. Les personnes vaccinées vont être beaucoup moins infectées, donc forcément, elles vont beaucoup moins transmettre. Mais il faut quand même rester prudent et continuer à appliquer les gestes barrières. C'est pas une solution miracle, le vaccin. On continue et puis voilà, la vaccination anti-méningocoque, elle n'empêche pas le portage. Ça arrive, personne ne s'est plaint quand on vaccine les gens contre le méningocoque. Ça n'arrête pas le portage. Oui, ça vous empêche d'avoir une méningite, donc c'est quand même pas bon. Les gestes barrières suffisent. C'est souvent parmi les soignants, notamment l'hôpital, qui ne veulent pas se vacciner, il y a quand même quelques-uns, c'est ce qu'ils racontent, c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est vrai, mais malheureusement non. Surtout depuis l'hypercontagieuse. Avant, c'était peut-être un peu vrai, avec les non-mutés, les variants alpha. Avec le variant delta, non, c'est hyper contagieux. Je ne sais pas si vous avez vu autour de vous dans les familles, il y en a un qui a le variant delta, et dans la semaine, ils sont tous positifs. Hein, donc, c'est extrêmement contagieux, malgré les gestes barrières. Alors, parfois, à l'hôpital, c'est lié aux visiteurs, puis les soignants sont fatigués, on manipule beaucoup de malades. Les gestes barrières, c'est compliqué à respecter tout le temps, hein, on fait tous des erreurs, mais le masque, on a oublié le masque, entre-temps, il a pu se passer quelque chose, donc c'est compliqué. Ça ne suffit pas. Le Covid, c'est peu mortel. Pourquoi est-ce que je suis jeune, je ne peux pas mourir? Mais c'est vrai que pour se vacciner, tout ce n'est pas mortel. En revanche, vous pouvez faire un Covid long. Et le Covid long, pour ceux qui voient, vous avez entendu parler du Covid long, c'est un Covid avec des effets perte d'anosmie agueusie qui va être prolongée, une asthénie, une fébricule qui va durer très longtemps, plusieurs mois, donc c'est quand même pas drôle. On a de plus en plus de sujets jeunes hospitalisés, ce que je vous disais tout à l'heure sur les jeunes de 22 ans. Et puis, si vous vous vaccinez, vous ne transmettrez pas le virus à votre entourage, à vos enfants, à vos grands-parents, parce que même si vos grands-parents sont vaccinés, ils vont être encore protégés, on va leur refaire une 3e dose, parce que leur immunité est telle qu'elle n'est pas suffisante pour les protéger suffisamment. Il y a hors de question que je m'injecte un produit quelconque sur moi. Ça, c'est l'argument. Bon, vous n'êtes pas vacciné, vous tatouez, j'espère. Les encres avec lesquelles on tatoue, elles n'ont jamais été testées sur elles. Il n'y a jamais eu de test. Il n'y a jamais eu d'études. Autant on va les tester sur les vaccins, les encres n'ont jamais été testées. On sait que 75% des encres colorées contiennent des produits toxiques et dangereux. Et ça ne pose aucun problème. Alors quand je vois des gens qui disent non, on ne m'injectera pas un produit que je ne connais pas, qui sont couverts de tatouage, c'est pas possible. Ça marche dans le sens, c'est pas normal. Quand on s'est fait à long terme des encres de tatouage, on ne connaît pas. Bon, un aparté. Quelques remarques.
Ouais, mais en Israël, en Islande, on voit plus de gens vaccinés à l'hôpital que de non vaccinés. Ben oui, pourquoi? C'est statistique. Plus de 80% de la population est vaccinée. Plus de 80% de la population est vaccinée. Donc il y a beaucoup moins de non vaccinés que de vaccinés. Donc ceux qui rentrent à l'hôpital, il y a forcément plus de vaccinés que de non vaccinés. C'est statistique. Et par contre, quand c'est vrai qu'il y a parfois plus de vaccinés que de non vaccinés. Mais c'est normal par rapport à la population. Il faudrait rapporter ça au même ratio. Vaccin et fertilité, on va poser la question tout à l'heure. Non, hein, je vous ai montré, quand on ingère, parce qu'on on va vacciner les vulnérables. On va vacciner justement ça. On va vacciner. Non, c'est pas vrai. On vaccine tout le temps avec l'ARN messager. On injecte l'ARN messager dans le muscle. L'ARN ne va pas aller dans les gonades. Hein, on vaccine dans le muscle. On ne vaccine pas dans les ovaires. On vaccine dans le muscle. Vaccin et 5G. Voilà, comme ça. J'ai un 5G, on va vacciner. Parce que les nanoparticules, c'est un complot mondial. C'est Bill Gates qui a mis des puces 5G dans les nanoparticules pour que tu puisses téléphoner rapidement, peut-être, je sais pas. Non, c'est des conneries, tout ça. C'est du grand délire. Vaccin et magnétisme. Alors, figurez-vous, j'ai lu un article d'un cardiologue charentais qui a fait une étude et qui croit vraiment, hein, qui a mis une pièce de 1 euro sur les gens vaccinés, des non vaccinés, qui a trouvé qu'elle tombait plus facilement chez les gens vaccinés, non vaccinés que vaccinés. Non. D'accord, donc on ne pas. Moi, j'ai des patients au laboratoire qui sont venus me voir en me disant que oui, ma voisine, le matin, elle s'est réveillée, elle avait la grappeuse qui était collée sur le bras. On m'a raconté que. Non, il n'y a pas de magnétisme ou quoi que ce soit. En fait, la crainte des effets secondaires, mais aussi, il y a une grande défiance, et puis surtout, il y a vis-à-vis des autorités en place. Après quand la décision de l'anti-vaccin devient politique, vous n'avez rien à faire, c'est compliqué. C'est vrai que c'est une atteinte aux libertés. Peut-être que le pass c'était pas une bonne idée, il fallait peut-être obliger tout le monde à se faire vacciner, il n'y aura pas eu de pass, donc du coup, mais après, ça, c'est une discussion qui est politique qui n'en a pas. Donc voilà, j'ai terminé. Juste pour vos devinettes. Quel de ces deux traitements est le plus sécuritaire? Celui qui tue 10 patients par an ou celui qui a un taux de survie de 90%? Dire c'est 90%, c'est mieux. Bah, c'est la même chose. Plutôt qu'une thrombose sur 100 000 vaccinés, dites-vous bien que 99,999% n'ont pas eu de thrombose. Il faudrait que vous voyez les choses différemment. Sur le temps, il n'y a pas eu de thrombose avec ARN messager. C'est une castration. Voilà, j'ai terminé. Là, je suis prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. Je ne sais pas si j'ai levé des doutes, levé des interrogations. Après, je ne sais pas trop comment il faut pour... l'hésitation vaccinale, c'est quelque chose de normal. Hein. C'est normal parce qu'on se fait jeter quelque chose dans le corps, mais bon, la vaccination, c'est le plus grand succès de santé publique du XXe et du XXIe siècle. Si vous n'avez pas eu la polio, si vous n'avez pas eu la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, l'hépatite B, c'est parce qu'il y a la vaccination. Alors le Covid, c'est vrai que la vaccination, il faut une dose, 2 doses, il y a plein de vaccins pour lesquels il faut des rappels. Hein. Voilà. Donc j'attends vos questions si vous en avez. Merci Pierre en tout cas. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a des questions. Anticorps conséquent, mais il n'y a pas, comme l'hépatite B, on se dit voilà, à 10, on est vacciné, on se dit non, il n'y a pas ça. Il faut un certain taux d'anticorps. Est-ce qu'il y a des cas de personnes vaccinées qui n'ont pas développé d'anticorps, comme pour l'hépatite B? Bien sûr, oui, il y a des gens qui ne racontent pas. Il y a des noms, mais bon, c'est rarissime. Hein. Notamment chez ceux qui sont sous immunosuppresseurs, ceux qui sont sous corticoïdes, ils ne le disent pas, parce que la corticothérapie. Non, je parle de personnes sans traitement. De tout seul barrière, ce qu'on appelle les non-répondeurs. Ouais. Alors que vous savez que pour les non-répondeurs, pour l'hépatite B, on considère qu'ils sont quand même protégés. Ça, après, on n'a pas assez de recul pour savoir qu'ils ne répondent pas, mais est-ce qu'ils sont quand même protégés? On n'a pas. C'est trop récent encore. Il faut vacciner. Alors, il faut vacciner. Parce qu'en fait, au départ, on pensait qu'il restait au premier trimestre. On sait qu'il faut vacciner le deuxième et troisième trimestre. Ça, c'est clair. Au premier trimestre, on se posait des questions. On disait est-ce qu'il n'y a pas des risques de fausse couche et tout ça? Pas du tout. Hein, je ne sais pas si vous avez même vu. Récemment, il y a un bébé qui est mort du Covid. La mère avait contracté, le bébé est mort du Covid. Toujours dit qu'on vaccine maintenant au premier trimestre. Avant, on ne vaccinait pas, maintenant, on vaccine au premier trimestre.
parce que c'est comme pourquoi il y a plusieurs voitures qui sont construites, parce qu'il n'y a pas toujours la même chose, parce que le développement scientifique, il y a eu aussi une course de vitesse, hein, les gens, les laboratoires pharmaceutiques, ceux ne sont pas des philanthropes, ils se sont dit on va développer quelque chose, et puis et là qui se sont orientés vers l'ARN messager. Mais l'ARN messager, je vous dis, c'était quelque chose qui était connu, ces vaccins, c'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau, c'était connu depuis 20 ans, les scientifiques travaillaient sur les vaccinations à ARN messager, seulement on n'arrivait pas à le stabiliser, ça n'arrivait pas à marcher. Et là, le fait d'avoir mis des nanoparticules de lipides, ça a tout transformé et ça a bien marché. Maintenant, le vaccin à choisir, maintenant, ça serait vraiment l'ARN messager. D'ailleurs, on conseille juste, maintenant, avant, quand j'ai commencé, moi je vaccine toutes les semaines à l'hôpital, ça change tout le temps, hein, mais, on disait, voilà, si vous avez eu tel vaccin, on ne panache pas. Maintenant, c'est ferme, on panache. Hein. Vous avez eu AstraZeneca, on fait de l'ARN messager derrière. Vous avez eu une dose de Johnson Johnson, hein. Derrière, on fera, c'est sorti hier, la Haute Autorité de la Santé a publié hier, j'ai envoyé ce matin à tous les biologistes, nos camarades de nous, sur les vaccins.net. Depuis hier, après Johnson Johnson, un mois après, on peut faire l'ARN messager. D'ailleurs, c'est même mieux. C'est même mieux d'avoir panaché que d'avoir. C'est même mieux d'avoir un AstraZeneca, un ARN, que deux ARN. Mais si vous avez été vacciné à l'ARN messager, on ne prend pas l'AstraZeneca derrière. On continue l'ARN messager. Et l'élève n'est pas l'inverse. Comment? Oui, on ne veut pas l'inverse. D'abord, on ne vaccinait pas. On vaccinait le vaccin AstraZeneca qui est réservé aux plus de 55 ans. Des secondaires, notamment les thromboses chez les plus jeunes, donc on s'est dit on arrête. Alors qu'il y a zéro thrombose pour les ARN messagers. On s'est dit, chez les jeunes, on fait de l'ARN messager, les plus anciens. Maintenant, on fait tous ceux qui ont eu AstraZeneca. Maintenant, je pense qu'on va s'orienter uniquement vers l'ARN messager. C'est dommage parce que le vaccin Sanofi, Pasteur, ça va être autre chose encore. Donc, je ne sais pas ce que ça va dire. Il y a plein de causes qui font que les femmes ont une interruption ou un dérèglement au niveau des règles. Parce que. Mais c'est pas physiologiquement, ça ne peut pas être dû au vaccin. Ça ne peut pas être dû au vaccin parce que l'ARN messager qu'on va injecter va juste faire produire aux cellules dans lesquelles c'est injecté des protéines spike. C'est un petit peu on va dire. Alors, ça n'a pas été expliqué. Mais d'abord, c'est peu. Il y en a qui le disent, attention. Hein. Vous pouvez toujours vacciner les gens et les gens n'auront plus de règles après la vaccination. On va dire que c'est la faute du vaccin. Comme il y a une personne qui est morte, malheureusement décédée d'une réaction allergique, on s'est rendu compte que le lendemain, c'était pas le vaccin, mais c'était un aliment qu'il avait mangé la veille. Mais ne croyez pas que je suis disant le vaccin, c'est merveilleux. Hein. En effet, il y a quand même des effets secondaires, mais il n'y a pas de vaccin pour se protéger. Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il ait une rétrotranscription, une réplicase. Une réplicase. D'abord, pour que l'ARN messager soit injecté avec une réplicase pour qu'il se transforme en ADN, il n'y a pas de réplicase seule. Alors qu'en revanche, les cellules sont pleines d'ARNase. C'est pour ça que l'ARN est fragile, parce que l'ARNase, il y en a partout. C'est fragile, l'ARN. Il faudrait qu'il y ait une enzyme, on injecte en même temps une enzyme particulière pour transformer l'ARN en ADN. Et que l'ARN. Vous dites qu'ils ont contracté la maladie après avoir été vaccinés. Oui. Non. Alors pendant un an et demi, 2 ans, mais moi, au moins. Peut-être, effectivement, On a fait quoi? à partir du moment où on est vacciné, on commence à un peu relâcher les barrières. Et du coup, le vaccin, il ne protège pas à 100%, hein, c'est 80% dans les meilleurs des cas. Il y a 1% où si vous. C'est pas, je suis vacciné, c'est bon. Non, pas bon. Je pense que c'est une des raisons. Pour résumer, il faut donc 2 doses, 3e dose pour donc les personnes qui sont plus à risque. Oui, et puis à 3e dose. Et à mon avis, la 3e dose, on ne va pas tarder à la recommander pour ceux qui ont été vaccinés à 2e dose il y a plus de 6 mois. Alors, ça va dépendre du virus, ça va dépendre de l'évolution du virus. Plus on vaccine, ce qu'on sait, c'est que plus on vaccine, moins il y aura de circulation. Même s'il y aura quand même de circulation. Et moins il y aura de variants. Le problème, c'est dans les pays du
différemment. Après, il y a une position, une discussion philosophique à avoir. Et pourquoi nous, on se fait 3 injections, alors qu'en Afrique, ils n'ont même pas eu la première, quoi. On a qu'à leur donner les 3 injections. C'est oui, c'est normal, on devrait. Si on prenait le codage du variant, on peut pas. Ah, bien sûr. Mais pour l'instant, les vaccins, notamment le vaccin ARN, est efficace contre le variant Delta. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas modifié. Mais c'est vrai que si ça modifie vraiment, on pourra, c'est l'avantage des ARN messagers, à façon, on peut le modifier. On peut modifier les séquences. Il y a 3 séquences de nucléotides où on codait pour un acide aminé, et souvent, c'est pas qu'il y a une délétion, c'est pas qu'il manque un code, c'est qu'en fait, il y a un nucléotide qui remplace par un autre. Et du coup, vous allez transformer un acide aminé par un autre. Du coup, ça va donner une protéine un peu différente. On m'a posé aussi une question, vous ne l'avez pas posée, c'est une médecine qui me l'a posée. Oui, le prion. Le prion, c'est une protéine. Est-ce que la protéine, l'ARN messager, qui va être traduit par le ribosome en une protéine, ne va pas être imprimé? Alors, c'est improbable, hein, parce que d'abord des prions, c'est le prion, c'est responsable de l'encéphalopathie en forme de volume. C'est en fait la maladie de la vache, du cancer de Jacob. Tout le monde a du prion, enfin, c'est une protéine. En fait, le prion, c'est une conformation particulière de la protéine qui se replie de manière différente, donc c'est impossible. Si vous voulez le protéger maintenant, vous pouvez le vacciner maintenant. Je peux leur dire, c'est déjà bien qu'ils se fassent vacciner, pour pas les décourager, mais entre-temps, soit qu'ils restent confinés, soit qu'ils appliquent strictement les gestes barrières. Ça va être bien de payer leurs tests Covid à partir du 15 octobre, et puis pour aller au restaurant et tout ça. Donc ça va bien courir la vie. Pourquoi pour les enfants à partir de 12 ans on peut et en dessous de 12 ans on ne peut pas? Ah ben, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, on ne peut pas. C'est que les études ne sont pas. On va fournir par le pouvoir, je pense, mais avant de le dire, on peut le faire à tout le monde, on essaie de voir sur une cohorte suffisamment importante qu'il n'y a eu vraiment aucun effet secondaire, que l'immunogénicité est suffisante, que la sécurité est bonne. On attend juste les résultats de ces enquêtes. C'est pas parce qu'il y a eu des effets secondaires, hein, c'est pas parce qu'il y a eu des drames, voilà, pas 12 ans, parce qu'en dessous de 12 ans, ils se transforment. Non, pas du tout. On attend d'avoir une cohorte suffisamment importante pour dire voilà, en dessous de 12 ans, il y aura moins de risques. À partir de 12 ans, on vaccine. C'est pas pour rien, les vaccins ne sont pas obligatoires, à part les personnels soignants. Les enfants sont des personnels soignants, mais pour l'instant, c'est pas obligatoire. Mais si vous avez des enfants, c'est fortement conseillé. On peut tenter de garder l'asile dans la foulée. Alors, c'est vrai que ça change. Pareil. En fait, quand on a déjà eu le Covid, on a fabriqué des anticorps. Les anticorps, ça suit une courbe ascendante, puis descendante, et ça attend la restimulation, et la restimulation fait que la réaction sera plus précoce et plus importante que la première fois. Donc, quand on a déjà eu le Covid, on se fait revacciner. Alors, je crois que c'est 2 ou 3 mois après, tout le monde, je crois que c'est 2 mois après. 6 mois après, je ne sais plus exactement, 6 mois après, ou c'est l'inverse, c'est 2 mois. Donc, si vous avez. Et, en fait, si vous avez le Covid, vous n'aurez qu'une seule injection, c'est 2 mois. Si vous avez le Covid, vous faites une seule injection, ça sera votre deuxième injection, elle sera considérée comme un rappel vaccinal. C'est 2 mois, à partir du 2e mois jusqu'au 6e mois. Voilà. Et après 6e mois, on considère que ce n'est pas suffisant, il faudra faire une. Avant 6 mois. Avant 6 mois. Parce que le taux d'anticorps va décroître, forcément. Ah, voilà, ça baisse après. Ah ben, c'est dans toutes les maladies. Les anticorps, ils font comme ça. Ils montent et ils descendent. Et on fait des rappels. Et généralement, quand on fait un rappel, le taux d'anticorps, il remonte beaucoup plus haut que la première fois. Et plus rapidement. On ne fait pas une sérologie avant de vacciner pour voir si les gens n'ont pas eu le Covid asymptomatique. Certains le font. Oui, mais c'est pas systématique. Oui. Ça dépend des gens. Moi, au centre, on ne fait pas de manière systématique. Moi, quand je vaccine à l'hôpital, je ne le fais qu'à des gens qui me disent j'ai eu le Covid, mais je n'ai pas la trace. Donc, je vais faire un anticorps, un test rapide d'anticorps. Si c'est négatif, je considère que l'injection sera la première injection, si c'est positif. Mais s'ils me disent non, j'ai jamais eu le Covid, je ne le fais pas systématiquement. Pourquoi justement? C'est pas mieux justement de donner
Parce que si les gens vont... On y viendra peut-être, c'est à discuter, effectivement. Pourquoi ne pas faire systématiquement, mais ça rajoute une table en plus. Enfin, Avant la vaccination, ça rallonge ça rallonge, ouais, ça rallonge. Des fois, on d'abord un quart d'heure pour avoir la lecture du texte. Puis après, on se fait vacciner. On attend un quart d'heure. Puis le problème, c'est que quand on fait le TROD, on ne sait pas combien de temps avant. Si ça fait que 15 jours qu'il y a eu le Covid, de manière asymptomatique. La deuxième injection, c'est trop tôt, donc ça n'a pas tellement de... Si on ne fait pas la sérologie, on ne sait pas non plus. On a peut-être eu asymptomatique la veille du vaccin. Oui, mais en même temps que les anticorps arrivent, si on a eu la veille du vaccin, on trouve que c'est négatif. Ouais. Il faut une semaine, 10 jours avant que les anticorps apparaissent. Donc, on ne sait pas, parce que quand on a les anticorps, on ne sait pas combien de temps. Le test rapide, je le fais aux gens qui disent j'ai eu le Covid il y a le mois dernier, le mois dernier. Et vous avez la preuve? Non. Alors faites un test rapide. Puis s'ils reviennent avec leur test, et si le test est négatif, positif, ils n'auront qu'une seule injection, et sur le QR code, ça sera marqué 1 sur 1, et non pas 1 sur 2. Merci beaucoup, Pierre, pour ton intervention. Je pense que ça a permis de clarifier certains points. Et puis surtout, pour nous, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose d'obligatoire, puisqu'on est en contact avec des personnes fragiles. Alors on peut penser que, même si ici pour vous, vous êtes sur un plateau, eh bien, vous n'êtes pas en contact avec les personnes fragiles comme peuvent l'être les équipes sur les sites pré- et post-analytiques, mais c'est faux parce que, en fait, nous sommes une chaîne, on a tous un contact qui va nous relier à quelqu'un qui va être en contact avec un patient fragile. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est aussi, vous l'avez bien compris, c'est pouvoir assurer notre service médical à la population et aux prescripteurs. Tous les jours, il y a plusieurs milliers de personnes qui nous font confiance. Et ne pas pouvoir les accueillir parce qu'il faut fermer un laboratoire, parce qu'il n'y a plus d'équipe, ou fermer, ou être en souffrance sur un secteur technique et ne plus produire en temps et en heure, c'est une véritable problématique. Donc, l'intervention de Pierre qui nous l'a proposé la semaine dernière, pour nous, il est bienvenu. On l'a enregistré, donc on va pouvoir la mettre à disposition des personnes qui n'ont pas pu être là et qui auraient éventuellement un questionnement auquel cette intervention pourrait répondre. Et puis, je pense que Pierre est disponible en permanence pour que vous puissiez le solliciter par mail pour toutes les questions que vous auriez par la suite et qui vous viendraient. En tout cas, merci beaucoup.